présenter un petit peu et puis je vous donnerai une vue d'ensemble de la structure de cette présentation. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas ici, donc moi ça fait, en fait là pour vous donner un aperçu, j'ai passé à peu près la moitié de ma vie en France. J'ai fait mes études en fait en énergie solaire en France à l'université de Perpignan dans les années 80, j'ai diplômé en 84. En fait, ce qui s'est passé, c'est que après avoir étudié le solaire, je me suis rendu compte que le problème essentiellement n'était pas technique, mais était plutôt commercial. Donc après ça, j'ai fait une école de commerce. Je me suis rendu compte que vraiment en France, c'était limité. Donc il fallait voir au niveau international. Donc je me suis spécialisé en commerce international. Et puis c'est un petit peu comme ça que j'ai commencé en fait au Canada ici, en 88. J'étais envoyé par une compagnie française. En tout cas, ça fait donc un bout de temps que je travaille avec les énergies renouvelables. Au niveau du parcours de ma carrière, en fait, quand je suis arrivé ici, c'était assez difficile de travailler dans les énergies renouvelables dans les années, début des années 90, la fin des années 80. Il y avait le pétrole était à un prix très bas, etc. Au Canada, c'était pas évident. Donc, j'ai travaillé dans une dizaine d'années dans les technologies de l'information. Où j'ai obtenu en fait, le plus haut niveau de certification Microsoft, j'étais Microsoft Certified Solution Developer, et puis j'ai fait beaucoup d'analyses aussi. En fait, ce qui se passe, c'est que quand j'ai décidé de retourner dans les énergies renouvelables, ce background-là m'a été très utile parce que donc j'ai réorienté ma carrière en faisant de l'analyse, en utilisant les outils de technologie de l'information pour donc analyser les projets d'énergie renouvelable et pour utiliser ces outils aussi pour construire, développer des projets, et puis pour en fait construire un petit peu ce que j'appellerais un système d'exploitation qui permet de passer des énergies centralisées, un petit peu comme Microsoft, ils ont permis, grâce à leur système d'exploitation, de passer des systèmes centralisés de réseau, d'informatique, à des systèmes micro-informatiques, des systèmes décentralisés. Donc moi, mon but, c'était un petit peu aussi ça, de créer ce genre de système d'exploitation, mais pour montrer aux gens comment est-ce qu'on peut, premièrement, évaluer un projet, et puis comment est-ce qu'on peut aussi développer la façon la plus efficace que possible un projet en énergie renouvelable. Okay? Donc là, à la suite de ça, en 2002, j'ai créé GPEX, qui veut dire donc Green Power Environment Knowledge System, dans la région de Gatineau, en Ottawa. En gros, là, pour vous donner un petit peu une idée de la compagnie, on a donc plusieurs divisions. On a une division qui fait la formation et on a une division qui fait du développement de projet. Okay? Dans la formation, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, on était l'un des premiers partenaires avec l'association, en fait, la plus grande association professionnelle au monde, IEEE. Okay, on était leur premier partenaire pour faire de la vérification diligente dans les projets d'énergie renouvelable. On était un des premiers partenaires aussi avec l'association des ingénieurs en énergie pour donner des cours en ligne. Et moi, je donne des ateliers aussi. Donc, on a une école de formation à distance. On forme les professionnels à travers le monde pour faire l'évaluation de projets et le développement de projets. Et je donne des ateliers sur 4 continents. En fait, là, je travaille beaucoup à l'international. Je reviens du Brésil, là, et du Uruguay. J'étais là tout le mois de février. Donc, on fait des projets un petit peu partout à travers le monde et on aide les gens à évaluer des projets, non seulement dans le solaire, mais en fait on touche à 11 technologies différentes, 4 technologies solaires. Quels sont les 4 aspects principaux du solaire? Actif, passif. Le passif, ok, ça c'est la base, merci beaucoup. Actif. Ok, et l'actif, dans l'actif lui-même peut se diviser en le photovoltaïque. Photovoltaïque est le plus connu, ok, chauffage de l'eau, et au Québec, chauffage de l'air très important, aussi. chauffage de l'air, ok, grâce à notamment des compagnies qui sont des leaders mondiaux là aussi au Québec, Concept, Matrix Energy, etc. Donc on couvre ces 4 technologies solaires-là, et puis bien sûr l'éolien, l'hydro. Par exemple, j'ai fait une formation pour les gouvernements des Philippines et
de la Malaisie sur des technologies hydrologiques émergentes telles que tidal power, wave power, l'énergie marémotrice, les vagues, etc. Énergie kinétique. Okay. Et puis, donc la bioénergie, notre aspect aussi qu'on touche. Maintenant, si on est de plus en plus impliqué aussi dans l'électrification du transport, qui est en fait liée sur une technologie d'énergie propre. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui, au Québec notamment, est très, très important, là, puisque si on regarde, en fait, le Québec je pense, un titre dont il peut être fier, c'est une des seules juridictions, la seule juridiction en Amérique du Nord qui est 100% alimentée aux énergies renouvelables pour la production d'électricité. Par contre, au niveau du transport, ben là, on brûle encore des fossil fuels. Hein. Donc, ça, c'est une autre chose. Et là, en fait, on fait souvent le lien maintenant. Donc, par exemple, là, le projet sur lequel je travaille en Uruguay, on va donc alimenter des autobus électriques et des véhicules électriques avec des projets éoliens et solaires. Okay? Donc, notre but, ça va être d'avoir assez d'énergie. Et puis, juste aussi pour vous donner un petit peu une idée sur les choses sur lesquelles on s'en va, là, en gros, au niveau du développement de projet. Donc, maintenant, essentiellement, notre compagnie, on se concentre sur des secteurs très niches, okay? Tels que là, donc, je vais parler aujourd'hui dans la construction nouvelle, okay? Qu'est-ce qu'on peut faire grâce au solaire en construction nouvelle, mais aussi, là, on travaille donc au Brésil, et dans les pays à faible latitude là, sur le solaire flottant. Donc là, on a développé on travaille avec un des plus grands fabricants aux États-Unis de quais, okay, qui fabrique des quais là, pour les bateaux, pour faire des systèmes donc, solaires flottants sur les barrages et les grands plans d'eau. Donc là, on parle de déploiement de plusieurs gigawatts en solaire flottant là, dans ces pays-là. C'est assez significatif. Pour l'instant, on est encore à l'étape du recherche et développement et projet pilote, là. Mais ça, c'est le but là, sur lequel on s'en va là, avec le flottant. Donc, pour maintenant venir précisément l'objet de ma présentation, en fait, l'origine qui nous a amené à regarder le genre de choses que je vais vous présenter ici, c'est le fait que le gouvernement fédéral du Canada, donc il y a quelques années, nous a demandé de faire une étude pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire au maximum les gaz à effet de serre dans le domaine du bâtiment, okay, grâce à l'intégration des technologies. Okay. Donc, l'idée, c'était que l'intégration à deux niveaux. Okay. Premièrement, si on regarde, si on a une vue intégrée, puis on ne fait pas juste, comme on dit en anglais, to slap, okay, coller des panneaux solaires sur un bâtiment comme une arrière-pensée, mais qu'on a une vision intégrée à partir de la phase de planification. Okay, qu'est-ce qui peut se passer? Puis qu'est-ce qui se passe quand on regarde surtout le cycle de vie du bâtiment? Okay. Et aussi, qu'est-ce qui se passe si en fait, au lieu juste de mettre un panneau solaire, on a une vue vraiment globale et on se dit, qu'est-ce que c'est l'impact de combiner certaines technologies? Est-ce que ça nous permet de nous débarrasser de certaines choses? Okay. Donc, par exemple, là, c'est pas du tout la même chose si vous essayez de mettre du solaire sur un bâtiment qui est efficace par rapport à un bâtiment traditionnel. Okay. Je pense que la plupart des gens sont conscients de ça. Okay. Mais là, on s'est rendu compte qu'on a regardé, okay, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de toutes les technologies, donc soit de ce qu'on pourrait appeler l'approche du design, okay, qui n'est pas forcément technologique proprement dit, mais aussi l'impact par exemple, de voir pompe à chaleur versus un système solaire actif à eau, à air, etc. Donc on a essayé de voir vraiment, faire une analyse globale. Okay? Donc là j'ai toute une équipe qui a travaillé ça pendant environ 6 mois pour voir non seulement ce qui est possible de faire au niveau technique, mais l'approche qu'on utilise toujours dans nos études, c'est qu'on a une vision globale
qui fait que c'est pas juste technique, mais c'est technico-économique. Okay? C'est qu'on n'essaie pas juste de voir c'est quoi le système le plus efficace, mais c'est quoi le système le plus performant globalement, et performant au niveau non seulement technique, mais économique. Okay? C'est quoi en anglais on dit the cost efficiency. Not just the efficiency, or the effectiveness, but the cost effectiveness. Okay? Et donc, c'est à la suite de ces recherches assez approfondies là, qu'on a regardé, et donc là, je vais vous dévoiler un petit peu, au fur et à mesure de la présentation, là, les conclusions auxquelles on est arrivé. Pour commencer, là, je vais vous donner un petit peu une vision d'ensemble des projets que... Donc, ce qui se passe, c'est qu'on s'est rendu compte, ok, ben là, il y a quelque chose à faire. Maintenant, soit on peut en parler, okay, soit on peut lead by example. Okay. Donc là, on a essayé, pour ce projet-là, on va non seulement en parler, mais on va le faire. Okay. Donc là, on va créer des projets pilotes et on va le développer nous-mêmes. Okay. Donc là, on a des projets dans la région de Gatineau à Wakefield. J'en ai un autre en Uruguay. Et puis là, il y a aussi un développeur important au niveau international, RES, qui a indiqué son intérêt aussi pour faire un projet similaire à Ottawa. Mais bon, il faut qu'on commence baby steps, une à la fois. Donc là, pour l'instant, le but en 2016, c'est de faire le projet pilote sur une maison. Après ça, on développe ça sur tout un éco-village, okay, avec des bâtiments mixtes résidentiels. Et puis, on a environ 110 unités qu'on planifie de construire dans la région de Wakefield sur 5 ans. Okay. Et même une centaine d'unités aussi, à peu près le même genre de choses là, en Uruguay, là, dans une région qui s'appelle Punta del Este. Je ne sais pas si les gens qui connaissent un peu l'Uruguay, c'est un pays donc, entre le Brésil et l'Argentine, qui est un petit peu comme la Suisse et la Californie de l'Amérique du Sud. Donc, c'est intéressant. Donc, c'est ça. Donc là, je vais commencer donc par vous donner un petit peu une idée du résultat final, de ce qu'on va obtenir, et puis après ça, on va rentrer plus dans les détails. Parce que j'aime bien, en général, faire aller de général au particulier. Donc, présentation générale, puis après, on revient sur les détails. Okay. Donc, une autre chose aussi pour laquelle je vous demande de m'excuser, c'est probablement une des seules présentations que je vais faire en français. Là, je vais faire en fait une série de présentations en Ontario et au niveau international. Ça, c'est une des premières présentations qu'on va faire là. Toutes les autres, pratiquement, vont être en anglais. Donc, je n'ai pas traduit systématiquement tout mon matériel encore en français, mais bon, j'espère que vous serez capable de suivre. Okay? N'hésitez pas, s'il y a des termes qui sont indiqués en anglais, vous ne comprenez pas. Donc, imaginez-vous une genre de maison qui utilise l'énergie solaire, qui est avec des matériaux verts, okay, qui nous permet d'être pas dur sur le budget, okay, pour l'avenir, okay, nos enfants, qui nous permet en fait non seulement de remplir les besoins au niveau de l'énergie de la maison, mais aussi au niveau des besoins de transport, okay, grâce au véhicule électrique. On va rentrer en détail là-dessus. Okay. Donc, imaginez-vous, ça c'est finalement ce à quoi on pense qu'on va être capable de démontrer, là, de construire des maisons qui sont moins chères, okay, moins chères à construire que la moyenne. Là, on a regardé spécifiquement dans la région de la capitale nationale, la région de l'Ottawa-Gatineau. Okay. D'après les calculs qu'on a fait là, on devrait être capable de construire en dessous du prix de construction typique au pied carré. Okay. Et d'être capable aussi des coûts plus faibles à la construction et plus faibles à l'opération, exploitation. Okay. Au niveau quand on parle des coûts d'exploitation d'une maison, okay, c'est sûr que bon, l'énergie c'est une chose, mais il y a des coûts de maintenance qui sont liés au fait que ce qui se passe, c'est que les constructions en Amérique du Nord, là, en fait, sont basées sur un modèle qui est
très légèrement évolué. C'est essentiellement le modèle militaire des barracks. Il fallait construire très vite, ok. Et puis un petit peu initialement là, comme une approche un peu militaire, là, pas forcément initialement beaucoup d'esthétique. Donc les premiers c'est pas mal quadrillés, la New York et autres. Bon. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'un petit peu, on a oublié, d'une certaine façon, toute la sagesse qu'on avait en Europe et dans beaucoup de pays de construire avec le climat, avec les éléments. On a eu beaucoup, donc, ici, d'accès à des ressources à faible marché, à faible prix, okay, des ressources naturelles, le bois, l'électricité, etc. Donc, il n'y a pas eu beaucoup d'efforts qui ont été faits vraiment pour l'énergie. Ça a été jusqu'à assez récemment fait un afterthought, okay, une pensée. Et en bouddhisme, ce qui se passe, c'est que maintenant encore on continue à construire des maisons qui ne sont pas durables. Okay? Donc avec des toits en asphalte qui sont donc l'asphalte produit pétrolier. Okay? Il faut remplacer, donc au niveau des coûts de maintenance, il faut remplacer ça tous les 12 à 15 ans, les toitures. Okay? Du fait que les toitures ne sont pas durables, ça tend à fuir, qu'est-ce qui se passe? C'est que, donc là, on a des infiltrations d'eau, puis vu qu'on utilise d'autres processus qui encapsulent cette humidité dans les matériaux de construction, on se retrouve avec des moisissures et puis des problèmes de santé. Okay. Des maisons qui sont aussi pas forcément au niveau de l'intégrité structurelle, qui ont des problèmes. Bon, on utilise des revêtements qui ne sont pas durables aussi, peuvent se détériorer assez facilement. Et puis, en ligne aussi, des maisons qui souvent ont des problèmes d'infiltration d'air et autres, qui font que c'est pas confortable. Okay? Donc, imaginez-vous qu'à la place de ça, vous pouvez avoir une maison qui est confortable. Les systèmes de distribution traditionnels de l'énergie, c'est par air. Okay? Il y a un système de distribution par l'air. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ça fait circuler les poussières. Okay? C'est bruyant. Et puis c'est pas efficace. Ça crée de ce qu'on appelle la stratification. Okay? C'est-à-dire qu'essentiellement, l'air chauffe, va au plafond, puis il n'est pas là où il va, et ça crée ces sensations aussi de courant d'air et d'air froid. Okay? Donc, pas très confortable et pas économique non plus. Okay? Et l'autre solution qui a été apportée à ça, c'est de nous mettre des maisons qui sont scellées, okay? Qui ne respirent pas, et dans lequel, en fait, l'air devient toxique. Ce qui est assez intéressant de voir que on a une recrudescence des problèmes de poumons. Okay? Pour les gens qui passent beaucoup de temps dans les bâtiments, l'air dans une maison peut être tellement vicié, peut être 10 fois plus pollué que dans le centre-ville de Montréal ou de Toronto. Okay? Parce que non seulement là vous avez ce problème que les murs ne respirent pas, mais aussi avec tous les nouveaux matières de construction qui dégagent des volatile organic compounds, okay? des composés organiques volatiles, je pense. Okay? On se retrouve donc avec ces problèmes de santé. Okay? Donc pratiquement, là, il faudrait, si on voulait être sain et sauf, là, avoir des masques là, pour respirer l'air qu'on a dans la maison. Okay? Imaginez-vous des maisons qui sont à l'épreuve du feu. Malheureusement, maison à sature-bois, c'est pas idéal, ça peut prendre feu facilement. La façon dont on construit les maisons, souvent avec les sous-sols, etc., et maintenant avec l'augmentation de ce que j'appelle même pas le changement climatique, mais le chaos climatique, parce que là on est rendu, c'est même plus du changement, c'est le chaos. Donc beaucoup plus de périodes de sécheresse, ou de longues périodes sans eau, puis quand ça tombe tout d'un coup, okay? Ça va dans le sous-sol, etc. Beaucoup plus de possibilités donc d'événements violents. Avec une maison à structure-bois traditionnelle, okay? Là on a vu souvent à la télévision là, ce que ça peut donner. Okay? Une maison à structure-bois aussi, là ce qui se passe c'est que
vous avez entendu parler des insectes qui détruisent les forêts dans l'Ouest. Vous avez peut-être entendu parler du fait que dans la région d'Ottawa, on a à peu près 20% des forêts qui ont disparu à cause des ash tree. La grille. La grille. La grille. La grille, je ne sais pas à Montréal si c'est aussi. La grille. La grille, c'est ça. OK. Bon. Et puis ben là, les bibites, là, elles remontent des pays chauds, là, puis il y a de plus en plus de chances maintenant que vous retrouviez avec des termites ou des choses qui puissent endommager la structure de vos bâtiments. Okay. Avec le changement climatique aussi, on se retrouve avec de plus en plus sur nos bâtiments la possibilité, donc quand on est dépendant du réseau, de se retrouver isolé, okay. Et donc dans le froid, avec des maisons qui sont donc pas très bien construites, ce qui fait que quand notre système mécanique faillit, ben là, okay, on est très dépendant. Okay. Système de pollution. Et puis ben là, système traditionnel, donc on n'est pas à l'abri de l'augmentation des prix. C'est sûr que là, on a vu une diminution des prix du gaz naturel, notamment pour les maisons et autres, mais ça, c'est quelque chose qui peut fluctuer, ça peut être extrêmement volatile. Okay. C'est pas la situation qu'on a depuis 2 ans, là, c'est pas forcément. Quand on construit une maison, là, il faut penser sur la durée de vie de la maison, okay, et pas juste voir qu'est-ce qui vient de se passer dans les 2 dernières années. Okay. À la place de ça, donc, ben, c'est possible de construire des maisons qui sont donc non seulement économiques et qui sont plus efficaces, mais aussi qui, avec l'approche dont je vais vous parler, c'est possible d'avoir une variété qui permet de, là on parle en fait essentiellement, au lieu d'utiliser des matériaux de construction en bois, d'utiliser des matériaux en terre, okay, en briques de terre. Okay. Et je vais vous donner plus de détails là-dessus, là, mais bon, en gros, ça nous permet d'avoir, quand on fait une construction en briques, on peut avoir des formes, par exemple, en demi-cercle ou autres, qui sont très faciles à faire, alors qu'avec construction en bois, c'est beaucoup plus coûteux de faire des choses dans ce genre-là. Puis ça peut être utilisé soit avec des murs en fait, qui peuvent paraître un peu comme des briques. Ça peut être peint, on peut avoir dessus un crépi comme du stucco. Okay. Il y a une grande flexibilité. Ça peut être utilisé non seulement pour les murs, mais ça peut être utilisé aussi pour le plancher. Ça peut être utilisé pour en fait, les rues. Okay. Donc là, je vais avoir toute une présentation là-dessus aussi. Ça, c'est une des bases de Positive Energy Home. Ce qui se passe, en gros, là, c'est que quand on pense énergie dans le bâtiment, on pense à la consommation d'énergie. Okay? Mais ce qu'on ne pense pas, c'est qu'en fait, pour construire le bâtiment, les matériaux de construction eux-mêmes peuvent demander autant d'énergie que ce que vous allez consommer dans une maison traditionnelle pendant 30 à 50 ans. Okay? C'est ce qu'on appelle l'énergie grise, embodied energy. Okay? Dans les régions urbaines, on utilise beaucoup de ciment. En fait, le ciment, c'est pratiquement le matériau qui a le plus d'énergie grise de tous les matériaux de construction. Okay? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avec le ciment? Ça prend énormément il faut l'extraire, okay? De loin, c'est pas tout à côté. Okay? Il faut le transformer, il faut utiliser des fours à très haute température. Ça, il faut le transporter aux endroits de construction, etc. Fait que, en fait, c'est extrêmement intensif au niveau de l'énergie. Donc ça, on oublie ça, okay, d'habitude. Quand maintenant, l'autre alternative, okay, maison en bois, ben là on peut dire, ok, ça c'est une ressource locale qui est moins polluante. Oui et non, ok. Ça dépend, ok. Dire, ah oui, mais ça repousse, ok. Est-ce qu'on a le temps d'attendre que les arbres repoussent pendant 50 ans pour qu'ils continuent, ils redeviennent un arbre mature qui va nous permettre de produire autant d'oxygène et de purifier l'air? Donc, est-ce qu'on a 50 ans pour attendre que ça repousse? Et, ah oui,
neutral, c'est neutre. Okay? Est-ce que c'est si neutre que ça? Okay? Le problème, pourquoi est-ce qu'on a maintenant une désertification, une augmentation des problèmes au niveau planétaire? C'est parce que c'est énormément lié à la déforestation. Okay? Donc, l'approche que j'ai, moi, c'est que si je ne fais pas quelque chose contre un problème, je contribue à ce problème-là. Okay? C'est pour ça que là, à un moment, j'ai décidé, okay, si je continue de conduire avec une voiture traditionnelle, ben, je continue à encourager, okay, l'économie qui est basée sur le pétrole. Donc, donc là, les maisons à énergie positive sont des maisons qui nous permettent, donc, sans prix supplémentaire, de couvrir tous les besoins en chauffage, en climatisation, en électricité pour l'éclairage, pour les appareils ménagers, pour l'électromécanique, okay, donc les besoins de la maison proprement dite, mais aussi les besoins de transport, okay, grâce au fait que là, le système solaire, donc c'est des systèmes de 10 kW par maison, okay, où toute la toiture, en fait, c'est pas du solaire sur le toit, c'est le solaire et le toit. Okay. Donc grâce à ça, là, ça nous permet d'avoir un excédent d'énergie qui permet d'alimenter les véhicules électriques. Et en plus de ça, donc le concept de maison positive, c'est que ça permet aussi de fournir l'alimentation, d'intégrer un système qui permet d'aller chercher l'énergie dans les déchets de cuisine humains, okay, les toilettes, etc., pour convertir ça en méthane, pour nous permettre d'utiliser ça en tant que système, soit pour, par exemple, la cuisine, okay, méthane pour les voitures, ou pour un système de backup pour le chauffage. Okay, donc là, on voit qu'on utilise un système de stockage de l'énergie intersaisonnier. Et donc, au moment où il y a un petit peu moins d'énergie, on peut utiliser en tant que backup aussi, donc brûler du méthane directement pour aller compléter les besoins. Donc, des systèmes qui sont réellement verts, qui sont plus sécuritaires. Bon, donc là, on n'encourage plus l'industrie des gaz bitumineux. En fait, ce qui se passe, c'est que là, essentiellement, quand on utilise au Québec, si on parle au Québec ici, l'énergie de vos bâtiments, ça vient soit d'électricité, soit du gaz naturel. Il y a beaucoup de gaz naturel qui est utilisé. Okay? En fait, on dit gaz naturel, mais malheureusement, c'est probablement, on devrait appeler ça le nom chimique, là, ou parce que c'est un produit pétrolier, le gaz, okay, soit c'est un produit dérivé de l'exploitation du pétrole, ou maintenant c'est un produit dérivé du fracking. Okay? Le fracking, ça nécessite d'injecter environ 500 produits hautement toxiques dans les nappes de l'eau. Okay? Donc, et ça crée beaucoup de problèmes, et pratiquement, ça veut dire que les régions où ils font ça, l'agriculture, vous pouvez oublier ça là, pendant des générations. Donc, c'est pas vraiment naturel, okay? Excusez-moi, mais on devrait peut-être repenser ça. C'est sûr que là, bon, c'est formidable, au Québec, on s'est débarrassé de l'énergie nucléaire, mais quand, quand on continue à aller chercher l'énergie sur le réseau, parce que là, en fait, l'énergie solaire nous permet de nous découpler du réseau. Qu'est-ce qui se passe si j'ai une maison qui n'utilise pas l'énergie du réseau d'énergie d'Hydro-Québec? Ben, en fait, ça veut dire que cette énergie propre d'Hydro-Québec, maintenant, elle peut être exportée en Ontario où ils utilisent du nucléaire, ou elle peut être exportée aux États-Unis où 50% de l'énergie vient du charbon et du nucléaire, et une bonne partie aussi du nucléaire. Donc, autant, puis elle peut être exportée souvent à un bien meilleur prix, okay, peut-être à 14 sous du kilowattheure au lieu qu'elle soit ici utilisée à 7 sous du kilowattheure. Donc, même si j'étais Hydro-Québec, moi, j'encouragerais les gens au Québec à utiliser
des systèmes qui permettent vraiment de réduire, de façon à ce qu'ils puissent être capables d'exporter à un meilleur prix l'énergie qu'on a ici qui est propre. Donc là, souvent on dit, ah oui, mais là je suis au Québec, c'est pas grave, l'énergie est propre ici. Ça c'est l'argument que j'aime pour dire, ben, c'est en fait, si on peut le réduire, ben, ça bénéficie aussi au Québec. Vous avez probablement entendu parler de Fukushima, et en fait, il y a beaucoup d'incidents qui ne sont pas reportés au niveau nucléaire. Donc ça, c'est-à-dire que quand on utilise ce genre de maison-là aussi, on n'encourage pas la déforestation. Est-ce que vous savez combien ça prend en moyenne pour construire une maison? À combien de bois ça prend? Une maison traditionnelle moyenne. Un acre, ok, de bois de forêt mature pour chaque maison. Ok? C'est un acre comme ça là, de forêt mature qui disparaît à chaque fois qu'on construit une maison à ce turbois. Ok? Comme ça va être indiqué dans la vidéo, une vidéo suivante là, mon but, okay, notre but à GPEX là, c'est pas juste la durabilité. Je pense qu'on est arrivé à un stade où c'est pas suffisant de faire des maisons durables. On a besoin d'aller au-delà, on a besoin de faire on a besoin de penser d'une façon régénérative. Comment est-ce qu'on peut permettre à la nature de se régénérer? Eh bien, en permettant aux forêts de repousser, sans continuer à mettre cette pression-là sur les forêts. Et en plus, dans les constructions traditionnelles, on a énormément de déchets, énormément de bois là, qui se retrouve au dépotoir. Puis devinez ce que ça fait au dépotoir. Okay. Ça pourrit, et puis ça fait du méthane. Puis le méthane, c'est 20 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre. Là. Donc là, on se retrouve encore avec un autre problème. Puis si on pense aussi au niveau de ce qui se passe dans beaucoup de pays, là, notamment en Afrique, et c'est pas juste en Afrique, dans beaucoup de régions du monde, même, je veux dire, sans aller très loin, là on voit Californie, puis moi j'étais, il y a 2 ans, là j'étais en Corse, sud de la France, là. Pendant tout l'été, ils n'avaient pas eu une goutte d'eau, okay? Puis à la fin de notre séjour, là, c'est tombé. Là, ça a tout arraché, okay? Ça tombe tout d'un coup. Donc, ces phénomènes-là, on les voit de plus en plus souvent maintenant, c'est que on a de longues périodes sans eau, de plus en plus de longues périodes sans eau, okay? Puis quand ça tombe là, c'est destructif. Donc, est-ce qu'on veut contribuer à ça? Puis là, c'est sûr que la végétation, quand la végétation, ça retient l'eau, ça permet donc d'avoir plus de structurité, ça permet d'éviter les landslides, ça permet d'éviter tout un tas d'autres désastres. Donc, au niveau humanitaire, là, en fait,